Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la dépendance affective dans le couple, tellement d'émotions pénibles. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans cette 5e vidéo sur le sujet de la dépendance affective, nous allons voir que la personne souffrant d'une trop grande dépendance affective a une vie émotionnelle extrêmement pénible. Elle ne s'aime pas, oscille entre la tristesse et la dépression, passe de l'anxiété à l'angoisse. La sérénité lui est étrangère. Sa frustration est grande quand elle ne se transforme pas en colère. Et tout cela sur fond de culpabilité de n'être pas aimable. La première partie, ça va être le désamour de soi. Le désamour de soi est un empêchement majeur de vivre heureux. Ce qui a manqué à l'enfant et adulte lui manque encore, c'est un socle, une assise narcissique sur laquelle fonder, au fil des années, une bonne estime de soi. Adulte, la personne dépendante se juge impuissante et ne peut donc que rechercher chez l'autre ce qu'elle ne croit pas avoir en elle, créant et alimentant sa dépendance pathologique. Tout événement, même minime, est utilisé pour se dévaloriser, à ses propres yeux et aux yeux de l'autre. Ne s'estimant pas, ne s'aimant pas, elle déprécie tout ce qui peut y avoir de positif dans sa vie, et si l'on s'avisait de lui faire un compliment, elle le détournerait pour le réduire à néant. Se perdre dans le désir de l'autre est trop souvent la seule manière de se sentir vivre. Son amour-propre est trop souvent blessé, elle est depuis longtemps son plus grand ennemi, son juge interne, implacable, qui la condamne encore et encore. Et lorsqu'elle prend conscience de sa dépendance, elle s'en déteste davantage. Toutes les formes de dépendance dénotent un mépris de soi, conscient ou non. Le mépris de soi, intimement lié au désamour de soi, voire à la haine de soi, génère ainsi des comportements d'autodestruction. La dépendante affective pathologique préférera toujours consciemment donner plutôt que de recevoir. Quant au verbe demander, il est totalement exclu de son vocabulaire lorsqu'il s'applique à elle-même. Autre sentiment, nous allons voir donc de la tristesse à la dépression. L'essentiel de la dépression naît dans la colère non exprimée que l'on retourne contre soi. La dépression et la dépendance affective pathologique sont liées. La personne vit normalement et elle ne tient qu'en se coupant totalement de ses affects, de ses émotions. Toute la vie du dépendant affectif pathologique tourne autour de la tristesse, avec des intensités variées selon les situations et les circonstances. Qu'il s'agisse de tristesse ou de dépression, le corps s'exprime. Les émotions étant inscrites dans le corps, les grands dépendants affectifs sont la plupart du temps plus vulnérables à la maladie. Ils sont souvent malades. Leur système immunitaire, dont les liens avec le stress ne sont plus à démontrer, n'est pas très vaillant. Leur corps dit toute leur souffrance. Si les racines de cette tristesse ont trouvé leur voie dans le manque d'amour, de multiples ramifications le menaient vers la dépression, signature du désamour de soi. Un désamour profond, existentiel. Dans la donc, troisième partie, donc, de l'anxiété à l'angoisse, les peurs des dépendants affectifs pathologiques sont multiples. Elles sont si nombreuses, si imbriquées les unes dans les autres qu'elles peuvent provoquer des crises d'angoisse sévères. L'angoisse étant une immense peur sans objet précis, il y en a trop qui s'amalgament au point de ne plus les reconnaître. Ces personnes ont peur des conflits, même des petites disputes ou des simples fâcheries qui ne durent pas. Elles redoutent déplaire, être jugées négativement, n'être pas suffisamment aimable, être inintéressante, imparfaite, se tromper, mal anticiper un besoin de l'autre ou mal y répondre, se montrer vulnérable, mettre l'autre de mauvaise humeur, ce qui alimente les angoisses sans être toujours verbalisé. La rupture, la séparation, le rejet, le manque d'amour, la solitude, l'abandon. Nous allons voir maintenant de la frustration à la colère. Lorsque le meilleur de son énergie est dévoué à la recherche d'amour et d'approbation, et concentré à plaire à l'autre, à éviter de lui déplaire, l'accumulation de frustration est à ce point grande qu'elle finit par se transformer en colère. Car si les autres sont responsables du bonheur des dépendants affectifs pathologiques, ils le sont en toute logique de leur malheur, de leurs maux et de leurs désillusions. Ce sont eux les coupables, les boucs émissaires de l'immaturité des dépendants. Se confondant avec l'enfant qu'ils ont été, ils considèrent que, à l'instar de leurs parents, les autres sont responsables d'eux, d'autant plus que trop souvent, ils se sentent exploités. Frustrés par cette compulsion à satisfaire les besoins de l'autre et non les leurs, les dépendants affectifs pathologiques sont remplis de rancœur contre les autres,
pour qui ils se sacrifient délibérément, mais aussi contre eux, pour les mêmes raisons. Trop attachés à satisfaire les besoins des autres, ils vivent dans une continuelle frustration. Dans les couples où l'un des partenaires est trop dépendant affectivement, les allers et retours entre la réassurance et la colère n'en finissent pas. La frustration accumulée finit par aigrir et risque bien de prendre au dépourvu lorsque la colère n'est pas suffisamment maîtrisée. Elle s'exprime par un ton désagréable et parfois par des mots regrettés aussitôt prononcés. À force d'enrager, effectivement, les efforts consentis pour plaire à l'autre sont de moins bonne qualité. De frustration en désillusion, de déception en rancœur, la relation ne peut connaître que d'inévitables déboires. Leur choix est limité. Une seule alternative est possible, se taire et fulminer en silence ou exprimer sa colère au risque de briser la relation. Cette alternative est typique du comportement passif-agressif. L'oscillation entre les deux pôles est quasi constante. La passivité est exprimée par des plaintes, des complaintes et des larmes, tandis que l'agressivité se traduit par la colère parfois violente. Frustration et colère sont on ne peut plus légitimes du point de vue des dépendants affectifs pathologiques qui ne connaissent que l'effort, la contrainte, le devoir qu'ils s'imposent, mais qui sont leur raison d'être. On va voir maintenant la culpabilité. Dans le cas des dépendants affectifs pathologiques, le sentiment de culpabilité est totalement infondé lorsqu'ils s'attachent aux comportements qu'ils ont pu avoir dans leur jeunesse. Il peut cependant parfois l'être dans leur vie d'adulte s'ils ont réellement nui à quelqu'un gravement ou exprimé trop violemment leur colère. Leurs mots ont dépassé leurs pensées. Mais ce sentiment n'a pas à perdurer ou à gâcher une relation, et surtout quand la faute est minime. Son ampleur ne sera alors que fantasmée. L'obsession de la perfection ne peut qu'engendrer un sentiment de culpabilité chronique et bien difficile à combattre. La culpabilité envers soi-même, celle qui provoque le plus de souffrance, n'est pas simple à conscientiser. Elle renvoie directement au désamour de soi. Cette forme-là ronge de l'intérieur. Il s'agit d'une histoire entre soi et soi, la pire. Elle peut se résumer en quelques mots. Je suis coupable de rater ma vie. Ces 7 mots créent des ravages dans la vie émotionnelle et le psychisme. C'est un enfer inconscient qui interdit toute possibilité d'être heureux. Le premier des devoirs envers soi-même étant de se respecter et de faire vivre toute sa richesse intérieure, il n'est pas étonnant que cette culpabilité soit si destructrice et ravage autant l'estime de soi. Les dépendants affectifs pathologiques n'ont plus aucune intimité avec eux-mêmes, leurs émotions. Au cours de leur chemin de vie, ils se sont d'abord trahis puis oubliés. Voilà, pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard de l'autre de Sylvie Tenenbaum. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.